mettre le camion, l'échelle sur le camion et à 4,90 m d'eau. Là, c'est l'exemple pur. Alors là, on a l'exemple. Je suis mauvais élève, hein. Je suis mauvais élève. Dans ce bac de condensation, c'est là où prolifèrent le plus de bactéries. Un carnage. Donc elle me dit bonjour monsieur, c'est là-bas, la chambre est là-bas et tout. Et ben c'était une pièce OnlyFans avec toute l'artillerie. Hein. Il a fait climatiser son garage pour sa Maserati. Qu'est-ce qui te plaît en fait dans ce métier? Et moi c'est ma passion, c'est pas du travail, c'est ma passion. Aujourd'hui, je vais vous présenter le métier de frigoriste avec ces deux professionnels passionnés qui vont tout vous raconter. On parlera de leur parcours au quotidien, des différents types de climatisation et des erreurs à éviter et des astuces à connaître. Et bien sûr, on abordera le sujet et l'impact de l'IA sur ce secteur en pleine évolution. C'est parti. Bonjour Rudy. Salut David. Salut Benjamin. Salut. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Salut, moi c'est Rudy, j'ai 35 ans. Je suis frigoriste de métier. J'ai créé mon entreprise Climactive 66. Dans le domaine de la climatisation? Dans le domaine de la climatisation. Alors moi c'est Benjamin, j'ai 28 ans et je suis actuellement en train de finir ma formation en froid conditionnement d'air qui est une formation de frigoriste pour pouvoir rejoindre donc mon ami de longue date Rudy qui a monté sa boîte et j'aimerais m'associer avec lui. Ok, donc tu faisais quoi en fait Rudy avant de te lancer dans ce métier-là? Alors moi avant je faisais un métier complètement différent. J'étais dans le maraîchage biologique et puis j'ai décidé de me reconvertir parce que les années ça se répète, hein, dans le jardinier on fait souvent la même chose et puis j'avais une passion pour l'énergie renouvelable donc j'ai exploité ce terrain et j'en ai fait mon métier. Ok, après une formation... Voilà, après 4 ans de formation, CAP, BP, habilitation au fluide frigorigène. D'accord, ok, c'est ce que tu es en train de faire actuellement. Exactement, je suis en train de finir. T'es à quoi? T'es à ta dernière année ou... Ma dernière année, il me reste 3 mois. D'accord, là on est sur la fin. C'est la fin de chez fin. Quel a été ton premier chantier? Est-ce que tu as eu vraiment des galères? Alors moi, mon premier chantier, c'est une bonne question parce que moi j'ai fait au début, mon patron a voulu me tester quand je suis arrivé en tant qu'apprenti. Et mon premier chantier, ça a été un monosplit seul chez un client. Et franchement, il s'est super bien passé. J'ai eu des très bons retours, patron super content. Et puis après... Un monosplit, donc climatisation, et le split, c'est ce qu'on fixe directement dans la maison. Voilà, le split, c'est ce qu'il y a dans la maison et le moteur à l'extérieur. Ok, on n'en a pas parlé, mais est-ce que vous pouvez expliquer en fait en quoi consiste votre métier concrètement en fait? Parce que c'est quelque chose frigoriste, ça parle peut-être pas à tout le monde. Bien sûr. Alors, le métier de frigoriste, il est très large parce que en tant que frigoriste, on peut très bien travailler sur les chambres froides, chambres négatives. Il y a aussi de la CTA, du renouvellement d'air. Donc c'est tout ce qui est pour renouveler l'air dans les magasins. On le voit, ces gros caissons exprès. Ouais, avec les gros boudins d'air là qui passent, c'est ça? Exactement, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les chaussettes, mais on y reviendra plus tard. Et il y a aussi toute la partie énergie renouvelable, donc la climatisation, qui est aussi une partie froid et qui permet de chauffer l'habitat et de la refroidir. D'accord. Donc c'est vraiment un métier qui englobe beaucoup de métiers finalement. Mais notre spécialisation à nous, c'est de rapporter le confort à l'habitat, chez l'habitant finalement. Donc vous êtes plus particulier, moins professionnel. D'accord, ok. Je crois que tu es en formation, mais du coup tu fais une alternance, c'est ça? Donc tu es à moitié dans une entreprise et à moitié à l'école. Exactement, c'est 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. Ok. Est-ce que vous auriez une galère peut-être à partager, un moment un peu difficile, vous avez percé, vous avez explosé le mur du voisin, je sais pas, petite galère qu'on peut arriver en formation, hein. Alors moi j'avais une petite galère, j'ai traversé un plafond. Ok. Donc j'étais en train de marcher, le client avait... j'étais dans les combles. D'accord, j'étais dans les combles. Et le client avait mis des palettes pour qu'on puisse marcher. D'accord. Et il y a une de ces fameuses palettes qui a cédé. D'accord. Donc j'ai traversé le plafond. Je suis tombé sur un frigo. Heureusement que je suis tombé sur le frigo. La nana, elle était... la cliente était dans le salon. Elle m'a vu, paf, je suis tombé... C'était une galère. Après, j'ai refait le plafond, j'ai tout refait. Ça a été, voilà, ça a été nickel, mais ma petite galère... une belle galère, quoi. Ouais, une belle galère. Une belle galère. T'en as une à partager? Alors oui, j'ai eu une galère moi aussi au tout début. Alors moi, je fais pas beaucoup de pauses et je fais beaucoup de dépannage. Je suis vraiment au niveau maintenance, technicien. Dépannage, on en reviendra après. De toute façon, c'est une grosse partie aussi. Je suis un peu le mécano de la clim. Mon ami pose et moi, je dépanne parce qu'il y a beaucoup de SAV. Alors moi, c'était au début de ma formation et du coup, je savais pas qu'on devait rebrancher les platines électroniques hors jus. Et j'ai cassé une machine comme ça. J'ai rebranché une platine électronique à changer, sauf que j'avais pas disjoncté la machine. Et j'étais pas au courant, je ne savais pas. Mon maître d'apprentissage j'étais parti. Et quand j'ai rebranché, bam, j'ai tout pété. C'est quoi la platine électronique? Une platine électronique, c'est la platine de contrôle en fait qui permet que la clim, suivant l'information que tu lui donnes, elle réagit en fait. D'accord. C'est ce qui permet de contrôler la machine. C'est le cerveau de la machine. Voilà, il est mort. Voilà, il est mort. Ah ouais, complètement. Et vu le prix de la platine,
Crois-moi que j'étais un peu gavé. Bon, après, ça fait partie de la formation, ça fait partie malheureusement. du jeu, du but, et j'ai appris. Ouais. Donc justement, on parlait de formation, en fait. Je vais vous poser la question, comment vous avez appris ce métier? Vous êtes parti 4 ans en formation, 2 ans en école de BEP, on en a parlé tout à l'heure. CAP, pardon. Ouais. 2 ans de CAP, et après 2 ans de... BP, brevet professionnel. De brevet professionnel, voilà. Ok. Équivalent bac, du coup. C'est l'équivalent du bac, ok. Voilà. Et tu pouvais t'arrêter, vous pouviez vous arrêter... Au CAP. Au CAP. Vous avez fait tous les deux le même cursus? Oui, tout à fait. D'accord, avec ok. les mêmes profs, et dans le même bâtiment, dans le même CFA. D'accord. Sauf que lui, il a un petit truc en plus, c'est qu'il a réussi à avoir l'habilitation la première année. Sans avoir mon CAP. Sans avoir le CAP, en fait, il avait déjà passé l'habilitation au fluide. En fait, il nous faut une habilitation pour manipuler tout ce qui est fluide frigo, donc le gaz frigo, sinon t'as pas le droit de le manipuler. Et mon patron, il voyait que je me débrouillais très très bien au bout d'un an et demi. Alors, il a décidé de me payer cette formation en pensant que j'allais pas l'avoir parce que c'est une formation qu'on passe après le bac, après le brevet professionnel. 4 jours, je l'ai eu. D'accord. Bon, si tu l'as payé, c'est peut-être qu'il pensait que... je pense, ouais. Donc, j'ai bûché. Tenté sa chance. Ouais, j'ai tenté ma chance, j'ai bûché. Hein, je me suis donné les moyens et je l'ai obtenu avant d'avoir même mon CAP. Mes profs me croyaient même pas. C'est bien, parce que c'est une reconversion. T'étais cuisinier avant, c'est ça? J'étais cuisinier, exactement. T'étais cuisinier, donc en fait, c'est un métier qu'on peut faire. Vous avez quel âge? Moi, 28. 35, moi. 28, 35, ok. Ouais. Donc c'est un métier, on pouvait échanger. T'as changé il y a combien de temps? Moi, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans? Moi, 4, du coup. D'accord, ok. Ouais, donc vous n'avez pas changé si... Bon, pas vieux non plus, mais pas si jeune que ça. Donc, non, mais la France en plus le permet hein, aujourd'hui, grâce aux aides, etc. Okay. On n'est pas coincé dans un métier, il faut le savoir, et on peut très bien se reconvertir dans autre chose. Hein. On peut très bien faire un métier X temps et se rendre compte que c'est pas du tout ce qui nous convient, et finalement, on part faire autre chose. Oui. Et ça, c'est la chance qu'on a en France de pouvoir le faire. Oui, c'est aussi, on peut se lasser d'un métier après certaines années. Il faut pas hésiter, et c'est bien de pouvoir voir qu'il y a des métiers qui s'offrent à nous et qu'on peut avoir des opportunités. Justement, c'est ma prochaine question. Est-ce que c'est un métier accessible pour tous ou est-ce qu'il faut des compétences particulières de base? Moi, je pense honnêtement que c'est accessible à tous. Après, c'est vrai qu'il faut être manuel. Hein. Faut pas, si t'arrives et que t'es intellectuel, tu fais que de la théorie, t'iras pas sur le chantier. Ouais. Ça, et puis ça va te dégoûter, t'aimeras pas, et puis tu seras pas bon. Il y a ce petit truc de faut être manuel. Ouais. Voilà. Donc, si t'as ça, c'est fait pour toi. Ok, il y a un côté aussi peut-être après... prospection, on en parlera après, savoir comment vous trouvez des clients, etc. Il y a une partie commerciale aussi peut-être? Il y a une grosse partie commerciale bien sûr, mais il y a aussi le fait que on va dire qu'aujourd'hui tout le monde a besoin d'une climatisation dans le sud, il fait tellement chaud l'été, et c'est vrai que on travaille beaucoup par rapport à ça, quoi. Les gens ont besoin d'avoir un confort d'habitat de plus en plus, et c'est de plus en plus accessible. C'est vrai que avant c'était très difficile d'avoir la clim, ça coûtait très cher, et maintenant l'État, les subventions, plein de choses font qu'aujourd'hui les gens peuvent de plus en plus avoir une climatisation chez eux pour se chauffer et aussi se refroidir, quoi. Ok, vous travaillez, je sais qu'il y a les aides de l'ANA pour l'extérieur, pour l'isolation par l'extérieur, l'isolation des combles, ce genre de choses. Vous travaillez aussi avec eux ou pas du tout? Alors, je sais pas quel organisme fait ça. Je pense que pour ma boîte, là où je suis actuellement en reconversion, je crois que c'est des aides de EDF, ce genre de choses. Il y a des aides en fait qui existent? Mais il y a des aides qui existent. Voilà, ça c'est clair et net. Ça existe pour les pompes à chaleur en tout cas. Ok, justement. Vous m'avez dit que vous intervenez surtout chez des particuliers. Qu'est-ce que vous proposez en fait? Quelle est la panoplie qui peut s'offrir à moi? Demain, j'achète un bien ou je fais construire. Qu'est-ce que je peux mettre? Alors, ça dépend ce que toi tu veux. Si tu veux un split, par exemple... moi, je m'en fiche. Je veux avoir chaud l'hiver et froid l'été. Qu'est-ce qui va faire la différence, en fait, ton budget, que vous proposez? Le budget, ok. Voilà, ton budget, c'est ce qui va tout déterminer en soi. Hein. Ouais. Si tu préfères un gainable, donc les grilles apparentes avec un petit peu d'air chaud ou d'air froid qui sort de ces grilles et que c'est super esthétique, ça va coûter très cher. Si tu veux un split comme ça, ça va coûter moins cher. C'est suivant le budget, en fait. Okay. Après, il y a aussi des caractéristiques techniques, si on peut ou pas. Par exemple, il y a des gens qui ont un comble, mais qui n'est pas aménageable, qui est tout petit, on ne pourra pas mettre un gainable. D'accord. Même s'il a les moyens financiers. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est une journée type? Alors, pour chacun d'entre vous, parce que vu que tu es à l'école, ça va être un peu particulier, tu peux commencer, Rudy, peut-être? Alors moi, pour moi, une journée type, je me lève, 6h, 6h30. J'arrive sur le chantier vers 7h30, 8h, plus 8h pour le client. Donc ma journée type, c'est un monosplit le matin. Et l'après-midi, un dépannage ou 2 entretiens. Quelque chose de classique, quoi. D'accord. Ok, tu finis vers quelle heure? Alors, je fais en règle générale 8h, 16h. Et après, c'est à
au bureau de 16 à 20, 21. Oui, puis il y a tout un travail sur la facturation. J'ai autant de travail à la maison que oui. sur le chantier. C'est les plaisirs français administratifs. Mais on est passionné ou on ne l'est pas. Hein. Oui, bien sûr, après ça fait partie du job. Voilà. Et pour toi? Alors pour moi, une journée type, elle serait un peu différente de celle de mon collègue, parce que moi forcément, je suis plutôt en entretien et en dépannage. Ouais. Donc je me réveille le matin, pareil, 6h30, 7h50 au dépôt, premier rendez-vous 9h. Et souvent dans la journée, j'ai plusieurs rendez-vous, 4 à 5 rendez-vous, c'est-à-dire que je me déplace de client en client pour réparer soit les anomalies ou soit leur faire les entretiens et les accompagner aussi dans plusieurs situations. Je suis pas que là pour faire des entretiens, c'est-à-dire que s'ils ont des questions à me poser au niveau technique, comment mieux utiliser la climatisation, etc., je serai là pour leur apporter. Entretien dépannage, tu fais des pauses ou pas? Je fais pas du tout d'installation, j'en ai fait, mais là, en ce moment, j'en fais plus du tout. C'est-à-dire que maintenant, je suis tout seul, ça fait 1 an et demi que je suis tout seul, j'ai même plus de maître d'apprentissage, entre guillemets. Et je prends mon camion et je fais mes 4-5 rendez-vous dans la journée qui me sont imposés par la secrétaire qui prend les rendez-vous, entre guillemets. Voilà, ça c'est mes journées type. Hein. D'accord, ok. Et quand tu es à l'école, c'est quoi l'école? 8h midi, 2h, 5h? Exactement. Des horaires vraiment 8h midi, comme tu l'as dit, 2h, 5h et que de l'école. 13h, 5h, pardon. Et c'est que de la théorie, de l'atelier et des cours généraux. C'est quoi le ratio école-entreprise? Alors, c'est 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. D'accord, c'est bien. Ouais, c'est un bon truc. Donc, ça fait beaucoup d'entreprises, donc on apprend beaucoup plus sur le terrain de toute façon. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment une formation top. J'ai rien à dire. Qu'est-ce qui est le plus compliqué dans votre métier? Le plus compliqué dans mon métier, c'est l'accès aux combles, l'accès aux vides sanitaires, tous ces petits accès auxquels c'est compliqué, l'accès est compliqué, donc il faut porter des machines qui sont super lourdes, les amener dans des combles, sinon il faut ramper dans des vides sanitaires pour tirer des câbles, donc c'est la partie la plus compliquée. Sur le chantier, je parle, hein. Sinon il y a aussi un aspect démarchage qui est très compliqué parce qu'il faut beaucoup de temps. Ok, donc il y a le côté commercial. Sur la côté technique, donc du coup porter des charges lourdes, je vois un peu un split. Alors un split c'est pas tellement lourd, mais derrière je sais qu'il y a le moteur, le groupe externe qui peut être très lourd. Est-ce qu'il n'y a pas des assistances par rapport à ça? Je sais que dans l'entreprise où je travaillais, à un moment donné, ils parlaient de mettre, alors je sais pas le terme exact, mais une espèce de maintien robot qui vous accompagne dans les mouvements pour faciliter et alléger le poids un peu. Est-ce que ça s'utilise pas dans vos métiers du tout ou pas, ce genre de choses encore? Pas pour l'instant. Pas encore? Ou pas à notre échelle. D'accord. Ouais, peut-être à des grosses sociétés. Peut-être à une plus grande échelle, oui, sûrement. Mais ça viendra avec l'IA, je pense. Oui, on va être amené de toute façon à l'équiper, j'imagine même pour passer dans des combles ou quoi, des petits robots ou quoi qui font pour mais vous. il existe quand même des lève-groupes. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc c'est des lève-groupes électriques ou à manuel. Ouais. Donc on pose le moteur dessus, on le lève, ça fait lever le moteur pour qu'après on puisse... Bon, c'est bien, ok, d'accord. Ici, par exemple, avec le vent qu'il y a, des fois, c'est compliqué. Et puis le truc, il va à 3 mètres, 4 mètres, pas plus haut. Ça a assez limite, mais ça peut être assez limite. Voilà. Déjà, ça aide bien, parce que ça évite de le porter sur l'échelle quand même. Ok. Oui, bah oui, j'imagine, ouais. Ça, c'est pas mal. Oui, et puis si t'es tout seul, comme tu disais, compliqué, quoi. Exactement. Ah, puis j'en vois des mecs, petite parenthèse, je vois des mecs des fois, parce qu'ils n'ont pas le lève-groupe, ou le lève-groupe va pas assez haut, ils mettent le camion, l'échelle sur le camion, et à 4,90 m de haut. Le SPHS est en PLS. Ah non, mais... Service de prévention, là, mais là, le mec, il tombe, il est mort. Il n'y a plus de prévention. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu, pour que les gens puissent comprendre, quelles sont les plus grandes catégories de climatisation qui existent? Donc on en a parlé tout à l'heure, rapidement. Est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que vous m'avez parlé des splits, oui. Vous m'avez parlé des clims gainables. Exactement. Alors déjà, on va passer sur la base. Il y a 2 types de pompes à chaleur. Il y a les pompes à chaleur RR, donc c'est comme ce que tu as, donc des splits, hein, finalement. Et il y a les pompes à chaleur RO. Donc, alors ça, c'est 2 systèmes différents de chauffage. Alors en RR, tu vas retrouver split, gainable, cassette, et aussi ce que tu m'as parlé tout à l'heure, la fameuse chaussette. Ok, pour les professionnels, ça. Voilà, ça c'est pour les professionnels. Souvent. Cassette? Alors les cassettes, tu vas les trouver, c'est ce qu'on appelle les plafonniers. Oui, qu'on voit pareil chez les professionnels, chez les dentistes, ce genre de choses. Exactement. Donc c'est comme un split, sauf que le split, finalement, il est en forme de cassette, il est sur le plafond, tout simplement. Ça, donc c'est très bien et esthétiquement, c'est beau aussi. Est-ce qu'il y a un avantage sur chacun ou c'est juste aspect visuel? Alors c'est aspect visuel, parce que finalement, c'est la même chose en soi. On souffle de l'air, chaud ou froid, et ça fait le même job. Et après, il y a les pompes à chaleur RO. Donc les pompes à chaleur RO, c'est pour plutôt remplacer tout ce qui est... ancienne chaudière à fioul ou chaudière à gaz, parce que maintenant c'est très cher, tu vois bien que le coût du gaz a augmenté, le fioul c'est hors de prix, donc pour garder les radiateurs à eau centrale, on remplace par une pompe à chaleur RO. Donc tu auras un groupe extérieur qui ressemble au tien que tu as dehors, mais pour chauffer l'eau. C'est uniquement pour chauffer l'eau? C'est uniquement pour chauffer l'eau, et il y a aussi des refroidissants, si tu fais un plancher chauffant, tu peux faire un plancher refroidissant. Et tout ce qui est monobloc, c'est quoi?
Un monobloc. Alors ça, les monoblocs, tu peux en trouver sur les ballons thermodynamiques, par exemple. C'est-à-dire que tu as ton ballon et tu as ton moteur directement au-dessus, ce qui permet de chauffer l'eau, et ça te permet de ne pas avoir un bloc à l'extérieur. C'est pour ça qu'on dit un monobloc, c'est un ensemble en fait, directement en une partie. Est-ce que vous êtes embêté par rapport à ça? Justement, tu parlais de blocs à l'extérieur. Je sais que pour certaines copropriétés, ils sont limités par rapport à la pose de certains climatiseurs, de moteurs à l'arrière, enfin à l'extérieur, pardon. Est-ce que vous êtes des fois embêté parce que vous devez intervenir chez un client et puis vous pouvez pas poser le groupe extérieur n'importe où et du coup c'est dans des endroits un peu compliqués ou pas du tout par rapport aux copropriétés? En règle générale, quand un client il décide de poser une clim, c'est qu'il a fait la demande. Après, s'il fait pas la demande, on le met où il veut le client, mais c'est assez risque et péril. D'accord. On risque de devoir le faire retirer ou pas. Voilà. Ouais, déco-clim des fois. Oui, mais s'ils veulent pas de... Voilà. Justement, j'en ai entendu parler de la déco-clim, j'ai vu quelques photos sur internet. Ouais. C'est bien, c'est pas bien? Moi, je suis pas fan. Je suis pas fan, pourquoi? Parce que malheureusement, ça va obstruer le bloc extérieur et le bloc extérieur, il a besoin d'air pour échanger en fait. Donc ça va réduire les performances drastiquement, je trouve, de l'appareil. Alors maintenant, ils font des super déco-clim sur mesure qui coûtent très cher. Alors voilà, moi je suis pas fan, c'est personnel, mais malheureusement, il y a des endroits où on n'a pas le choix de les mettre parce que ils veulent pas autrement quoi. Ça gâche en fait, c'est parce que c'est pas beau. C'est pas beau, clairement. Donc déco-clim, voilà, tout simplement. Okay. C'est un bon compromis. Mais d'un point de vue performance, moi au niveau des assurances, c'est pas un problème aussi Non, après, j'ai pas entendu de problème au niveau des assurances par rapport à ça. En tout cas, il n'y a pas de souci. Et j'avais une petite parenthèse aussi pour continuer. Il a dit tout à l'heure, les packs RR, il y a ça, et il en a oublié une, la console. Ah oui, effectivement, c'est type split aussi. Voilà, console, c'est la même chose que vous avez là, mais au sol. Ouais. Et en fait, c'est un peu... Un split au sol? Oui, en fait, comme vous savez que l'air chaud, il monte et l'air froid, il descend, si je mets un split, en règle générale, les gens qui mettent des splits, c'est pour refroidir la maison, parce que l'air froid descend. Tandis que si je mets une console, c'est pour réchauffer la maison. En règle générale, elles pourront faire chaud et froid, mais si on suit le raisonnement du principe de l'air chaud monte, l'air froid descend, c'est une autre possibilité aussi. Bah justement, il y a plein de possibilités. C'est quoi la plus demandée? C'est les monosplits. D'accord, clim classique, monosplit. Monosplit, ballon thermodynamique. Il n'y a que des clims réversibles maintenant, non? Oui, maintenant il n'y a que des clims réversibles. Maintenant, ça n'existe plus, la climatisation. Non, le tout ou rien, maintenant ça se fait plus. Voilà, maintenant c'est que des clims réversibles avec ce qu'on appelle des 24 voies qui basculent en chaud et en froid et puis confort habitat toute l'année. Ok, nickel. Quel est le budget en fait moyen pour une installation classique? Ça va être entre 1500 et 3000 euros. Je dis ça parce que c'est suivant la marque. Pour un split, on parle? Ouais, pour un split. Vous pouvez avoir 2 splits de la même puissance, 2 marques différentes, avec 1000 euros d'écart. D'accord, oui, c'est la marque qui fait la différence, ouais. Même voire plus. Ça, c'est pour un split. Pour un gainable, du coup, on est où? On va monter là. C'est plus cher? Ouais, on va monter, on sera plutôt entre 5000 et 8000 euros minimum. Ouais. Oh, même plus. Ouais, et ça peut après, ça va dépendre, j'imagine, la taille de la pièce. De la pièce, de la marque, de la puissance, de beaucoup de choses. S'il y a une régulation? Ouais, en plus. Parce qu'on peut adapter une régulation pièce par pièce. D'accord. Oui. C'est-à-dire que tu mets un petit truc à l'entrée et ça te permet de réguler la température d'une pièce à une autre, d'avoir des températures différentes. Exactement, ça te permet d'avoir 22 degrés dans ta chambre, 21 dans la chambre des enfants et 20 degrés dans ton salon. D'accord. Voilà, ça c'est super, c'est un super système, c'est de la domotique en plus. Pratique. J'ai vu qu'on pouvait aussi maintenant les installer, c'est pas récent, mais sur le téléphone aussi, on peut préchauffer sa maison, comme la voiture d'ailleurs. Oui, en Wi-Fi, ouais. Maintenant sur les platines, ils mettent des petits adaptateurs Wi-Fi qui te permettent avec le logiciel, surtout AirZone le fait, et tu peux partir chez toi 15 jours et après avant de revenir, chauffer ta maison. C'est bien. C'est génial. Bon, c'est du confort, mais c'est du confort, c'est génial, franchement. Il me semble que pour les gainables, il y a la Wi-Fi, mais pour les splits, c'est en option. Oui. On me l'avait proposé en option sur celui-ci. C'est ça. Alors, j'avais pas les sous. Non, je me suis dit, c'est très bien, quand j'entrerai, on aura froid, c'est agréable aussi, et puis on la chauffera. Honnêtement, t'as une petite pièce, en 5 minutes. Oui, là, oui. Ça, c'est... Oui, après on en parlera tout à l'heure, on en a discuté en off rapidement, mais aussi l'isolation fait beaucoup. Dans cette pièce, elle est extrêmement mal isolée, donc forcément c'est compliqué. Quels sont les coûts cachés qu'on pourra avoir quand on achète une climatisation? Est-ce qu'il y en a déjà? Moi, je dirais que pas forcément, parce que tout un devis est établi, et normalement, si tu as fait une bonne visite technique, t'es pas censé te retrouver avec des coûts cachés pour le client. Ok, donc en entretien... Normalement, alors en entretien, c'est différent. Je sais que mon entreprise, on facture 35 euros en plus par turbine encrassée, c'est-à-dire qu'on a des turbines qui s'encrassent avec la moisissure, et c'est 35 euros en plus. En plus de quoi? En plus de l'entretien, du forfait d'entretien. Ok, donc il y a un forfait d'entretien. Donc je paye ma climatisation 2000 euros. Ouais.
dessus, je vais rajouter un entretien tous les ans optionnel ou si je obligatoire? Alors, c'est pas obligatoire, c'est optionnel, mais c'est mieux de le faire. C'est comme une voiture, finalement, c'est comme si tu faisais pas ta vidange, quoi. Donc, tu peux très bien pas faire ta vidange, mais à tes risques et périls. Voilà, ça, c'est chacun fait ce qu'il veut. Et en plus, si c'est 150 € le forfait d'entretien et qu'on doit décrasser une turbine pour que la machine elle tourne mieux entre guillemets, c'est 35 € en plus par turbine. Ça serait le seul coût caché à la limite. Mais bon, le client est prévenu quand il a signé le contrat, c'est marqué dessus. Donc, oui, le but c'est qu'il soit au courant. Donc au final, pour moi, il n'y a pas vraiment de coût caché. Mais ça, c'est dans ton cas, dans ton entreprise. Oui, bien sûr, c'est de l'exemple que j'ai à donner en tout cas. Ça, après, ça s'applique pas partout. Par exemple, moi, je le fais pas ça. Voilà. Donc, moi, je fais ton entretien et puis la turbine, c'est avec. D'accord, ça fait partie du pack. Okay. Ça dépend. Oui, ça dépend chaque boîte. Ça dépend. Mais il a raison, en règle générale, quand tu as un devis, il n'y a pas de frais cachés. Voilà, c'est le but que et tout soit carré. Nous, on a une conscience, on est professionnels, donc si on arrive, on a fait une visite technique et on se dit, bon, le trou, pour faire le trou, pour passer la liaison, ça va mettre un quart d'heure. Au final, on se rend compte qu'on est sur un mur en pierre et qu'on n'avait pas fait gaffe et donc on passe 1h30 à faire le trou, c'est pour notre pomme. On va pas imposer au client. Non, s'il a signé le devis, Ouais. Voilà, tout à fait. Donc je le rejoins un peu dans ce qu'il dit. Tu parlais d'entretien tout à l'heure. À combien s'élève un entretien? C'est-à-dire que moi, je paye ma climation 1500 €. Oui. On me dit, tu peux prendre un entretien comme une voiture. Tu me dis, c'est plutôt intéressant à faire. Oui. Ça va me coûter combien? Alors, c'est pareil, tu auras tous les prix. Je sais qu'on va dire qu'un entretien d'une climatisation, ça varie entre 150 € et ça peut monter, si tu en as plusieurs, ça peut monter jusqu'à 200-250 € avec plusieurs splits. C'est tous les combien? Tous les ans. Tous les ans. On conseille de le faire une fois par an. Okay. Voilà. C'est pas obligatoire, il n'y a pas de loi qui dit qu'on est obligé. Mais comme je le répète, c'est au risque et péril du client. S'il fait pas d'entretien, c'est comme sa voiture ou comme tout. Et puis l'assurance. Si moi je vous installe une clim et que vous ne prenez pas le contrat d'entretien, que vous ne faites pas l'entretien et que votre machine 3 ans après elle tombe en panne, c'est pas de ma faute. Il n'y a plus de garantie. Pas les entretiens, la garantie. Comme pour un véhicule, oui. Qu'est-ce qu'on risque concrètement si l'entretien n'est pas fait, hormis la garantie, le fait que la machine casse? Est-ce qu'il y a d'autres risques? Alors oui, il y a beaucoup de risques. Déjà d'un point de vue santé, parce que forcément, on respire les mauvaises choses. J'ai un peu un exemple à te donner, si tu peux me faire passer. Là c'est l'exemple pur. Alors là on a l'exemple je suis mauvais élève, je suis mauvais élève. Alors ça c'est un exemple typique, donc c'est un filtre complètement bouché par la poussière. Alors pour expliquer peut-être aux gens qui regardent, juste avant l'interview on en discutait et vous m'avez posé la question de l'entretien. Je vous ai dit que moi je ne l'ai jamais fait entretenir, sachant qu'elle a 4-5 ans. Okay. Et en soulevant le capot, on est tombé sur ça. Donc concrètement j'ai le deuxième filtre qui est encore installé. Ça ressemble à ça. Ça. Du coup c'est encrassé, je vois que c'est plein de poussière. Là imagine, on va faire un exemple très simple que tout le monde va comprendre. Imagine, tu as un masque, tu sais les masques Covid là, qui t'empêchaient de respirer. FFP2, tout ça. Voilà, la clim c'est pareil là. Elle a un masque Covid sur elle, elle a du mal à respirer, donc elle a du mal à faire un échange. Donc déjà d'un point de vue énergétique, t'es en dessous de ce que tu peux faire. On le voit, l'épaisseur que t'as. Tu le respires ça. Donc déjà d'une ça, tu le respires. En plus, mauvais échange. Quand tu vas commencer à faire du froid avec ta clim, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas recréer un peu l'automne dans ton split finalement. C'est une température de soufflage entre 9 et 12 degrés avec une ventilation, un petit vent comme on dit. Moisissure, prolifération, et tout ça tu le respires quoi. Ok, donc des problèmes, moi qui suis asthmatique, des problèmes importants, on conseille de le faire. Alors j'étais pas trop chaud pour, effectivement en voyant ça, on va peut-être réfléchir autrement. Voilà, un exemple type d'un filtre complètement bouché. Et là on voit le filtre, mais je suis sûr que si on va regarder la turbine, c'est champignon sur champignon. Et après donc c'est le problème. J'en suis quasi sûr. C'est prolifération dedans et au niveau de la turbine où ça souffle, tu vas respirer les champignons. Quoi. Bon. On va prendre rendez-vous pour l'entretien. Parce que là, elle aspire par là. Donc si elle peut pas aspirer, qu'est-ce qu'elle fait? Le moteur, il se met en sur-régime pour aspirer plus fort. Ouais, t'as un mauvais échange en fait. Du coup, tu consommes plus et tu l'uses beaucoup plus. D'un point de vue énergétique, là, c'est carrément pas bon. Là, elle fonctionne à max. Mauvais élève. Mauvais élève, Mais c'est pas. On est là pour ça. Oui, c'est le but. C'est le but. Et je pense que si des personnes nous regardent, par curiosité, d'aller voir elles-mêmes dans leur split et jeter un coup d'œil, et peut-être que ça les fera réfléchir. Tout comme moi, là, je me dis, c'est peut-être bien de prendre un entretien. Voilà. Je pense qu'ils auront une belle surprise à regarder. Après, nous, on le dit aux clients, en règle générale, quand on installe une clim, c'est aux clients de nettoyer ses filtres une fois par mois. Moi, c'est ce que je conseille aux clients. Vous prenez les filtres, vous les passez à l'eau chaude, et puis après, vous les laissez sécher. Ok, ça s'ouvre, de toute façon, j'ai ouvert le capot, ça s'ouvre simplement, et puis après, on sort le filtre. Alors, vous nettoyez les filtres, et après, vous les remettez au bout de 24 heures, dès qu'ils sont bien secs, et puis terminé. Chose qui sera faite dès ce soir.
Dès que madame rentre, Après, en ce qui concerne la turbine et la carcasse en elle-même, ça, il faut appeler un professionnel. Bien sûr. D'ailleurs, justement, un entretien, c'est quoi exactement? Parce que là, vous me dites, on peut nettoyer les filtres, je peux le faire tout seul, du coup. Oui, vous m'avez parlé de la turbine rapidement, c'est quoi un entretien? Alors, un entretien, déjà, c'est le contrôle intégral de la machine. Donc, on contrôle si la machine, elle marche bien, elle démarre bien, si elle démarre bien en froid, si elle démarre bien en chaud. On commence à enlever les filtres, à décarcasser, donc à enlever la carcasse et à s'occuper déjà de tout ce qui est à l'intérieur. Il faut savoir que dedans, on a un bac de condensation. Dans ce bac de condensation, c'est là où prolifèrent le plus de bactéries. Alors, c'est un carnage, on va dire. Donc, c'est désinfection du bac de condensation, désinfection de l'échangeur qui a derrière finalement ces filtres, désinfection de la turbine s'il y a besoin et surtout contrôle du fluide et de la charge de gaz qu'il y a encore dans votre machine. Parce qu'il faut savoir que si malheureusement il y a une fuite, vaut mieux prévenir que guérir, avant que la machine tombe en panne et que ça coûte beaucoup d'argent. Ok, donc c'est pas juste nettoyage de filtres. Non, il y a quand même des points clés à surveiller dans un entretien. C'est pas que enlever des filtres. Ça serait intéressant qu'on puisse le voir peut-être dans un futur format. On espère. Et qu'on puisse découvrir ce genre de dépannage. Très curieux. Ouais, carrément, on espère. Quelle est l'erreur numéro 1 que les gens font quand ils achètent une climatisation? Ils connaissent pas leur déperdition. Pour moi, c'est l'erreur numéro 1. Pour moi, c'est de vouloir chauffer avant d'isoler. Voilà. D'accord. Le mec qui pense que juste chauffer ça suffira, mais si tu chauffes pour l'extérieur, ça va moins bien marcher. Donc je pense que l'erreur numéro 1, c'est que les gens ne font pas de diagnostic chez eux. Savoir où ils en sont au niveau de leur isolation, savoir si ça va marcher, parce que des poseurs de clim, il y en a 1500. Tout le monde va vouloir te poser une clim, on va pas se cacher. Mais bon, un vrai professionnel, il va venir voir, il va voir si oui ou non ça va marcher, quoi. Donc moi, je pense que la première erreur que font les gens, c'est manque d'études, tout simplement. Ok, du coup, on pourrait mettre une climatisation adaptée à la taille d'une pièce, c'est ça? Oui. Mais potentiellement, s'il y a des déperditions un peu partout, ça servira pas à grand chose ou elle va turbiner pour pas grand chose. Elle va jamais réguler, quoi. Mais en fait, le truc, c'est que les gens, ils comprennent pas qu'en faisant les choses dans l'ordre, ils vont gagner de l'argent. Exactement. Parce qu'en fait, la machine qu'on va leur poser, s'il y a beaucoup de déperditions, on va leur mettre une machine qui coûte plus cher pour combler le manque. Tandis que si ils ont fait leur étude, il n'y a pas de déperdition, on mettrait une machine moins puissante parce qu'il n'y a pas besoin de combler de manque. Déperdition, du coup, avec un diagnostiqueur? Oui. C'est indépendant de chez vous, de votre boîte? Alors oui, souvent c'est ce qu'on appelle des experts confort qui arrivent en fait. Ils arrivent, ils déterminent si oui ou non il y a des ponts thermiques chez toi tout simplement. Avec des études, des matériaux, savoir ce qui isole ta maison réellement. Et après ils ont ce qu'on appelle des calculs en fait de déperdition thermique. Parce que le doublage, chaque matériau a une résistance. C'est les mêmes diagnostiqueurs qu'on a dans l'immobilier qui, lors d'une vente, on fait venir un diagnostiqueur. Exactement, c'est ça. Et ils en demandent de plus en plus d'ailleurs. Il y a une... On est en plein dedans là. Pour te dire, au CFA, l'année prochaine, il y a ce qu'on appelle le CAREB, un titre pro sur les expertises et conforts qui va être créé parce qu'ils ont beaucoup de demandes. Pour te dire qu'on est en plein boom de dans ça. Dans l'immobilier, avec l'interdiction de louer des logements, exactement. GF bientôt, on est pile poil dedans. Là. Et pour expliquer vite fait, parce que je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très compliqué, chaque matériau a une résistance. Oui. A une résistance et a de la déperdition. Et avec, si tu veux, ton mur, il est fait de briques, il est fait de ça, de placo, etc. Ils vont prendre toutes les résistances de chaque matériau et grâce à ça, ils vont faire un coefficient global. Ce qui va permettre en gros de définir si oui ou non tu as beaucoup d'énergie qui s'en va de ta maison. Et c'est le classement des lettres de A à G, c'est ça? Exactement. Ok, très bien. Est-ce qu'acheter une climatisation sur internet ou dans des grandes surfaces, je sais que ça se faisait beaucoup, et la poser soi-même, c'est une bonne idée? Alors demandez ça à des professionnels qui posent forcément. Bon, voilà. Déjà, il va avoir des problèmes. Mais parce que toi, t'es bien au courant. Voilà, si vous me dites non, pourquoi? Oui, alors je vais te dire des petites anecdotes. À l'époque, je bossais pour Leroy Merlin. Les clients viennent, ils achètent des clims, ils les posent chez eux, ils font venir un technicien comme moi pour faire la mise en service. Et la plupart du temps, je tombais sur des cuivres qui sortaient en plein milieu de la machine, donc c'est pas bon. Je tombais sur les cuivres trop courts, sortis de mur pour rejoindre le groupe extérieur. C'était des problèmes de la machine en fait, directement? Ah du constructeur? Non, c'est le problème du mec qui sait pas la poser. Ah d'accord, ok, d'accord. Le client il pense que c'est facile, il peut le faire. Oui, c'est un métier après, c'est comme tout. Hein. C'est pour ça. Et ils se retrouvent un peu comme des cons, hein, si je puis dire, parce que après nous on arrive, on peut pas lui faire la mise en service. Est-ce que vous avez un conseil pour éviter de se tromper sur la puissance d'une climatisation? Alors le conseil que j'aurais à donner pour éviter de se tromper pour... 07 88 39. D'accord. C'est d'appeler Climactive 66. Voilà. Non, en restant un peu plus sérieux, je pense que le conseil pour pas se tromper, c'est de faire, ça rejoint un peu ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est de faire venir un diagnostiqueur, savoir réellement combien il faut de puissance pour chauffer la pièce, quoi. Si on sait pas ça dès le départ, on peut pas réellement savoir combien il faut de puissance pour chauffer, quoi.
Le but, c'est de savoir combien de puissance il faut pour chauffer une pièce. Voilà. Après, il y a des indicateurs, comme la RT 2020, voilà, tu vois. Oui, RT 2020, RE 2020, donc ça, c'est ce qu'on appelle les normes, hein, quand ils ont voulu isoler, parce qu'à un moment donné, ils ont arrêté les ponts thermiques, quand même, ils ont vu que c'était n'importe quoi, donc ils ont commencé à faire les RT 2012, donc par rapport aux maisons, à les mettre aux normes au niveau isolation, et maintenant, il y a la RE 2020. Donc c'est la RT 2012, mais en amélioration, entre guillemets. Donc bon, ben maintenant, c'est sûr, si tu achètes une maison RE 2020 qui a été construite il y a 3 ans... On sait qu'elle est isolée. Elle sera bien isolée, oui. Il n'y aura pas de problème, voilà. Mais par contre, si on est sur une maison des années 80, par exemple, bon, là, peut-être, ça vaut le coup de faire 1960 ici. Bah voilà, 1960, ça vaut le coup de faire venir un diagnostiqueur, finalement. J'aurais peur, je pense, c'est pas une bonne idée. Voilà, après, voilà. Quel est le salaire moyen pour un frigoriste? 2 000 € par mois. D'accord. Ouais. 2 000 € par mois. Il y en a qui paieront plus parce qu'on est très très bon dans le métier. Il y a des gens super bons qui touchent, comme toi, ton ancien chef d'apprentissage, il était à 2 500 € par mois net. D'accord. Il faut savoir qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est vrai que des techniciens, il y en a tellement peu que dès que les patrons en chopent un, souvent ils le payent. D'accord, pour le garder. S'il est bon, il le paye le prix. S'il est bon. Parce que des fois, on peut se retrouver pendant 9 mois à chercher un technicien, quoi. D'accord. Il n'y en a pas sur le marché. La climatisation, est-ce qu'elle a trouvé sa place dans le monde du chauffage? Parce qu'il y a plein de types de chauffage différents. On voit encore des radiateurs électriques, des grille-pains, comme on pouvait dire. Il y a plein de types de modes de chauffage. Pour vous, la clim, est-ce qu'elle a trouvé sa place dans cet univers? Ouais, clairement. Je pense qu'aujourd'hui, la climatisation, en plus, elle fait le double. Elle fait le chaud et le froid. D'un point de vue confort, c'est un investissement pour toute l'année. Les radiateurs, ça te fera du chaud qu'en hiver, finalement. Elle ne te refroidira pas la maison. Là, c'est quand même un confort toute l'année. Alors, je pense qu'investir dans une climatisation, aujourd'hui, ça vaut le coup. Avec l'augmentation du prix de l'électricité, est-ce que ça sera toujours rentable dans un futur, potentiellement? Oui, parce que finalement, maintenant, ce sont des systèmes inverters. C'est des systèmes qui permettent de délivrer une puissance moindre par rapport à ce qu'on veut chauffer. C'est-à-dire qu'elle délivre 3,5 kg. Elle va délivrer cette puissance au début pour chauffer la pièce, qui est à 15 degrés, tu demandes 22 degrés. Et au fur et à mesure que tu atteins cette température, elle délivrera beaucoup moins de puissance, jusqu'à atteindre une puissance, par exemple, de 700 watts. Après, c'est pour ça qu'elle s'éteigne des fois. C'est pour ça qu'elle régule automatiquement. En fait. Finalement, une clim qui régule, c'est une clim qui fonctionne bien. Ça veut dire que déjà, ta pièce, elle atteint la température demandée, et puis à la fin, tu te rends compte que tu consommes quasiment rien. Pic de consommation au démarrage, on atteint la température demandée. À chaque fois qu'elle va redémarrer, il faut rattraper 2 degrés. Pour les 2 degrés, elle a juste besoin de balancer 700 watts. Donc, Et justement, j'ai entendu parler que c'était plus intéressant la nuit de laisser la climatisation allumée à une température moindre que de la laisser éteindre, donc le froid s'installe et après la redémarrer. Alors ça, c'est le défaut de beaucoup de gens, mais c'est vrai qu'on leur a appris aussi. Une fois qu'on se sert plus de quelque chose, il faut l'arrêter, ou il faut éteindre la lumière quand on s'en va de la pièce. La clim, il vaut mieux la laisser allumée. Pourquoi? Parce que pic de consommation, et comme je l'expliquais, ça vient lisser le courant. Donc sinon, tu vas avoir une consommation en dents de scie. Pic de consommation, je l'éteins. Ah, mais il faut rattraper 10 degrés. Pic de consommation, je l'éteins. Et là, on consomme. On peut donner l'exemple d'une voiture. On s'arrête à acheter du pain. Il vaut mieux laisser allumer la voiture en l'espace de 30 secondes que l'éteindre et la redémarrer. En fait, démarrer, ça va redemander de la puissance et de l'énergie. D'accord, ok. Ouais, je comprends bien. Ça demande beaucoup d'énergie. Le compresseur au démarrage demande toute sa puissance, c'est sûr. Et puis ce sera toujours moins cher, quoi qu'il advienne, même si l'électricité augmente, ce sera toujours moins cher qu'un grille-pain. Forcément. Oui, bien sûr. Donc ce sera toujours moins cher, oui. Une clim bien utilisée, ça sera moins cher. Si elle est mal utilisée, après je peux comprendre que des gens ne comprennent pas pourquoi ils prennent des châtaignes, entre guillemets. Voilà, si on l'allume, on l'éteint, et que le mec il dit je comprends pas, ma facture d'électricité elle est énorme, il a mal utilisé sa clim, entre guillemets. Oui, c'est qu'elle régule pas. Et si en plus il fait pas d'entretien et qu'elle souffre. Il y a le bundle. Voilà. On parle de l'IA en ce moment. L'IA, c'est prépondérant et c'est vrai qu'on le voit un petit peu dans tous les métiers. Et c'est une question que j'aime bien poser parce que ça me plaît énormément. Est-ce que vous pensez que l'IA va avoir un impact sur votre métier dans les prochaines années? Alors, oui. Honnêtement, il y aura sans doute un impact, mais c'est vrai que le point de vue physique, non. On ne pourra jamais remplacer celui qui viendra poser la climatisation, celui qui viendra renseigner. Mais d'un point de vue diagnostic, je pense que l'IA pourra très bien faire son entrée dans la climatisation et permettre des meilleurs diagnostics, une meilleure rentabilité de la machine. Sur ce genre de choses, il existe aussi déjà des régulations pièce par pièce, style AirZone, pour les gens qui connaissent, ou alors carrément on a des programmes, on peut programmer la machine comme on le veut, avec les pressions statiques, le taux d'humidité, et avoir une relance directement de la machine qui permet de voir où on en est dans la maison.
D'accord. Voilà, tout simplement. C'est de la programmation accompagnée d'IA. Exactement, c'est de la programmation. Il faut quand même quelqu'un de physique, mais après l'IA fait son rôle de calcul tout seul, entre guillemets, dans les thermostats. Vous ne serez pas remplacé demain par des robots Tesla là. Absolument pas. Dommage. Pas comme les pilotes de chasse. Pas comme les pilotes de chasse. Et aujourd'hui, est-ce qu'il existe des systèmes intelligents justement qui régulent la température automatiquement? Oui, bah, c'est ce que je... Et est-ce que vous les posez? Oui, tout à fait. Bah, tiens, c'est le système AirZone, régulation pièce par pièce. Ok. Ce qu'on évoquait tout à l'heure, une pièce dans votre chambre numéro 1, il peut faire 20 degrés, dans votre chambre numéro 2, il peut faire 24, dans votre chambre numéro 3, vous pouvez la mettre à 18, 19. D'accord. Oui, c'est... Et j'imagine que c'est beaucoup plus cher qu'une climatisation simple speed classique. Ouais, c'est le prix d'une gainable. D'accord. Ça peut monter jusqu'à 3 à 4 000 euros de régulation pièce par pièce. Okay. Mais c'est quand même cool. C'est quand mais même très alors, bien. c'est du confort. Au-dessus, je pense que... Il n'y a rien d'autre. Est-ce que vous pensez que l'IA peut améliorer l'entretien des climatiseurs avec des diagnostics potentiellement automatiques, avec des alertes de maintenance, voilà, ce genre de choses? Alors, des alertes de maintenance, pourquoi pas, le rappeler. Après, elle remplacera toujours pas une personne physique pour nettoyer la climatisation. Le déplacement, non, mais peut-être en amont, d'être prévenu, si j'ai un contrat d'entretien dans ta entreprise, que tu puisses avoir en instantané les caractéristiques de ma pièce, si on a de l'humidité, si la pièce elle est saine ou pas, si peut-être la machine sort, comme tu l'as dit tout à l'heure, demande trop d'énergie pour une température, et là il y a peut-être un problème, ça t'alerte? Il se peut qu'on crée des logiciels par rapport à ça. C'est pas demain, parce que je pense que ça coûte beaucoup d'argent pour un entretien, finalement, de faire intervenir un tel système d'IA pour juste un entretien, en sachant que maintenant, souvent, c'est les secrétaires qui prennent toutes ces informations, et quand ils envoient le technicien directement sur place, on a déjà toutes les informations. Mais pourquoi pas démocratiser la chose, et peut-être quand ça aura un coût moins élevé, pourquoi pas venir avec l'IA faire des diagnostics, etc. pour l'entretien, un peu aider le technicien. Je pense que ça pourrait se faire. Justement, à l'inverse de ça, au contraire, quels sont les aspects que l'IA, que les machines ne pourront jamais remplacer? Alors, donc pour cette question, tout simplement, j'ai envie de te dire que on aura toujours besoin d'avoir un relationnel client, d'avoir un contact physique, de conseiller le client. Et puis, c'est pas demain la veille qu'il y aura un robot qui va poser la clim à notre place. Parce que, mine de rien, c'est de la technicité. Alors, pourquoi pas apporter maintenant de l'IA dans le sens où, je sais pas si on va appeler ça vraiment de l'IA, mais pour aider techniquement la personne à poser une clim, pour soulager, des robots qui puissent permettre de soulever des charges un peu plus lourdes pour éviter qu'on se casse le dos, ou alors des petits robots qui font des diagnostics très rapides pour voir si on est bon, si on passe bien dans le rail, si on n'est pas en train de percer autre chose que le mur, ce genre de choses peut-être, mais c'est vrai qu'on n'y est pas encore de suite, et c'est pas demain la veille. D'accord, ce sera un accompagnement. Ça sera un accompagnement, mais on ne pourra jamais remplacer le technicien qui vient finalement faire soit l'entretien ou la pose de climatisation, et même surtout, j'ai envie de te dire, le relationnel client qui est super important, quoi. Est-ce que tu as eu des demandes insolites de la part de clients? Je sais pas si je devrais le dire, ça. Alors, en fait, une fois, donc, on m'envoie faire un dépannage. Il y a une cliente qui avait un gainable, une très belle maison. Et l'air sortait pas dans une chambre. Donc, l'air sortait pas à la grille de sa chambre. Donc, elle me dit « Bonjour, monsieur, c'est là-bas, la chambre est là-bas et tout. » Donc, j'y vais. J'ouvre la porte. Et c'était une pièce OnlyFans. C'était une pièce, non, sans déconner, c'était un truc OnlyFans avec toute l'artillerie, hein. Caméra partout, c'était incroyable. Elle était équipée. Elle était équipée, ouais. Et puis c'était son métier, hein, je suppose. Moi, je pense que j'ai une demande. Là, tu parlais d'une demande insolite, vraiment quelque chose d'une pause, entre guillemets, qui est un peu insolite, qui sort du lot. Une demande insolite que vous avez dans le métier, ouais. Alors, moi, ça m'est arrivé. C'était donc dans une très belle maison, au Massiaro d'ailleurs. Et le client, en fait, il voulait climatiser son garage pour sa belle voiture. Donc, il a fait climatiser son garage pour sa Maserati. Voilà, tout simplement. Alors, ça, c'était vraiment insolite parce que je connais personne qui a climatisé un garage. Non, c'est vrai que c'est pas courant. Et en même temps, je l'entends, parce qu'ici il fait très chaud. Voilà. Les voitures s'abîment en plein soleil. Je crois que dans un garage quand même. Alors je suis pas très mécanicien ni rien sur la marque, je connais pas, mais je crois que c'était la marque qui préconisait une certaine température, une certaine hydrométrie au niveau au niveau du garage stockage. Donc il a fait climatiser son garage pour ça. Tout simplement. Donc ça c'était insolite pour le coup à raconter. On n'a pas tous les mêmes moyens. Exactement. Qu'est-ce qui est le plus stressant en fait dans votre métier? Moi, pour ma part, c'est de se tromper dans mon diagnostic.
Parce que forcément, si tu te trompes sur ton diagnostic et tu commences à engager des frais auprès du client et que c'est pas ça, c'est très stressant quand même. Il faut quand tu parles du diagnostic, c'est-à-dire j'arrive sur une panne, vu que moi je suis dépanneur, D'accord, on va pas avoir les mêmes problèmes tous les deux finalement, et que finalement une panne en entraîne une autre, et que des fois malheureusement, c'est un peu comme le mécano, quoi. On est là, on essaye de savoir ce qui se passe, on a un code défaut, mais ce code défaut veut dire beaucoup de choses à la fois. Il faut chercher, et c'est vrai que d'engager des frais et au final arriver chez le client et que c'est pas ça, c'est très stressant quand même. Donc il faut quand même prendre du recul sur la situation et pas trop stresser, savoir ce qu'on fait, où on va, avant d'engager des frais pour le client. Moi, je trouve que c'est la partie la plus stressante dans mon domaine en tant que technicien. Oui, moi, c'est pas pareil. Moi, c'est vrai que c'est plus le fait de ne pas pouvoir apporter au client ce qu'il veut. Pour une question de professionnalisme, une question On est toujours sur une possibilité. Non, non. Ça, je lui apporte. Non, mais c'est pas pouvoir apporter une solution adéquate au client. Pourquoi ? Par exemple, il veut son split ici, mais on peut pas le mettre ici. Question de. Ok, c'est pour des questions techniques. Enfin, c'est de conscience professionnelle plus, parce que son lit, il est là, admettons. La cliente, elle veut la clim ici. Ça va lui taper dessus. Donc, je peux pas. Et ça me gêne un peu. Quand je dis au client, non, c'est pas possible de le mettre là et tout, parce que vous allez me rappeler plus tard en disant que c'est pas bon et tout, et le client, ils se rendent pas compte. D'accord. La plupart du temps, ils se rendent pas compte. Ok, ils ont leur envie, ils n'écoutent pas forcément les côtés professionnels et du coup... C'est ça. Tout à fait. Okay. Donc, pareil, une fois, il y a un monsieur qui m'a dit il me faudrait la clim là et le moteur là-bas dans le coin. C'était un petit coin, c'était en dessous un barbecue en briques. Et je lui dis je peux pas le mettre là, le moteur, il faut qu'il respire. Ah si, moi il me le faut là, de toute façon. Je dis écoutez, je peux pas. Et il a pas signé le devis, le client. D'accord. Et c'est une autre personne qui est venue qui lui a fait. Mais c'est... Ma conscience professionnelle, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà. Qu'est-ce qui vous motive chaque jour dans ce métier ? Tu parlais de plaisir, tu dis que c'était un vrai plaisir pour toi. Qu'est-ce qui te plaît en fait dans ce métier ? Et moi, c'est ma passion. Moi, en fait, je peux pas me lever le matin et pas prendre mon camion et aller bosser. J'arrive pas. Pourquoi ? C'est en moi. C'est comme ça maintenant. J'ai pris goût à mon métier, j'aime faire plaisir aux clients. Maintenant que c'est moi le patron, je travaille continuellement. Je m'arrête jamais. En gros, je m'arrête jamais. Moi, je travaille, mais c'est pas du travail. C'est ma passion. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Ok. Et pour toi ? Alors, pour moi, ce qui me motive tous les jours, c'est d'apprendre déjà des nouvelles compétences. Et c'est vrai que dans le métier de la clim, de plus en plus, on a de nouvelles compétences à apprendre, des nouvelles formations. C'est très technique de pouvoir pousser les choses. Donc, pour moi, c'est très motivant. En plus, moi, j'adore tout ce qui est, technicité, par rapport à ce métier-là. Donc ça me motive tous les matins à en savoir plus pour apporter le maximum de choses à mes futurs clients forcément et leur apporter tout cet aspect technique qui consomme moins, le confort habitat, je répète, mais c'est très important. Voilà, c'est vraiment ce qui me motive. Des énergies renouvelables, on est en plein dedans, c'est innovant, c'est l'avenir. L'accompagnement client, quoi. L'accompagnement client, c'est vraiment ce qui me motive, ouais. Toi, t'aimes beaucoup le contact. Moi, j'adore le contact, je suis très relationnel, donc forcément, ça me plaît. Oui, ça fait partie du métier. Vous avez aussi, on n'en a pas tellement discuté, mais aussi la partie commerciale. Oui. J'imagine que tu dois aller chercher des clients pour ton entreprise. Ça se passe comment, cette partie-là ? Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que c'est facile ? Nous, dans notre métier, on a des périodes creuses. Et en fait, c'est un cycle. Donc, ces temps-ci, c'est un peu compliqué. Donc, on est obligé de faire avec des sortes d'associations comme le BNI pour se retrouver, à discuter avec des confrères d'autres corps de métier pour pouvoir se refiler un peu des chantiers et tout. Mais je sais beaucoup. Je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent le BNI. Est-ce que vous travaillez avec des professionnels de l'immobilier parfois ? Non, moi non. Ouais. J'ai pas eu affaire encore avec... Pas encore ? Non. Peut-être des partenariats à préparer ? Non plus... Ouais. Parce que c'est vrai que quand des conseillers immobiliers, dès qu'ils vendent une maison, l'installation d'une clim, c'est tout le temps. C'est vrai que ça peut être intéressant d'aller de ce côté-là aussi. Créer des partenariats avec d'autres professionnels, quoi, ouais, effectivement. Et puis, notre métier, comme beaucoup d'autres, dépend aussi du modèle économique. C'est-à-dire que suivant la situation économique, les gens dépensent ou pas de l'argent, quoi. Ils peuvent très bien avoir projet de se faire poser une clim, mais vu qu'on sait, personne ne sait où on s'en va, ils la poseront pas de suite. Ce qui fait que ça peut faire baisser aussi... un peu le ratio, quoi, entre guillemets, de ce qu'on pose. Ils attendent les aides, quoi. Ils attendent les aides de l'État. Si on est dans un contexte économique où c'est pas fou, les gens vont peut-être attendre avant de dépenser de leur argent. Donc, indirectement, ça y joue pour tout le monde, on va dire. Si vous deviez donner un seul conseil à quelqu'un qui va acheter une climatisation, ça serait quoi ? De revoir son isolation avant.
Ok. Alors moi, si j'ai un bon conseil, et je pense que c'est la clé, c'est de passer par un professionnel. Ouais. Parce que ça, c'est une machine qu'on va garder 10-15 ans. Donc c'est très très important que ce soit vraiment carré, structuré depuis le début, de A à Z. Et avoir un contrat d'entretien, ça c'est vraiment aussi... Ouais. Parce que le contrat d'entretien, il fait que si toi, tu me prends un contrat d'entretien et que moi, que tu tombes en panne dans l'année, je viens. Oui, c'est ce qui va assurer la longévité de la climatisation sur Voilà. les années Donc, et le bon fonctionnement. Voilà, et une clim comme la tienne, t'as une très belle clim. Là, c'est un peu la Rolls-Royce. Ah, Mitsubishi, Daikin, c'est très une bonne très marque, belle ouais. machine. Ouais. Et ben, je peux te dire que si ça tombe en panne et il faut que tu la remplaces, ça, c'est 2500 €, 3000 € presque. Oui, donc du coup, l'entretien reste important, quoi. Ah oui, oui, oui. Bah, c'est surtout qu'avec souvent, les contrats d'entretien te permettent de faire déplacer le technicien toute l'année, on va dire gratuitement, parce que Ouais, voilà. c'est un peu la garantie de la machine, quoi. Oui, bien sûr, oui, c'était un problème. Non, Ça fait partie du jeu. Ok. Dans l'entreprise où je suis, c'est comme ça que ça marche. Tu payes 150 € par exemple pour toute l'année, mais si t'as un problème, on se déplacera gratuitement chez toi. Est-ce qu'il y a une idée reçue sur votre métier, peut-être que vous aimeriez détruire? Bah, moi, j'aimerais que les gens sachent qu'on ne peut pas installer une clim tout seul. Donc, chacun son métier. C'est sûr que moi, je sais faire une baguette, mais pas comme le boulanger. C'est assez risqué péril, après. De toute façon, vous faites pas d'entretien sur des climatisations posées par des particuliers. Non, souvent c'est vrai qu'on essaie de faire des contrats d'entretien avec nos clients. Alors malheureusement, des fois, il y a ce qu'on appelle du jeté de clim. Des entreprises qui jettent la clim comme ça, où il n'y a pas de SAV. On récupère quand même un minimum, on va pas laisser les gens dans le froid. Mais tout est relatif. Tout dépendra de ce qui est de l'installation. On peut même envisager de remplacer carrément, de dire au client, ça va vous coûter trop cher à réparer. On la change. Ouais. Vous allez investir 2000 € de réparation, une clim ça vaut 3000 €. Imaginons vous investissez 2000 € de réparation et qu'il y a un autre problème, vaut mieux la changer, c'est le meilleur conseil que j'ai à vous donner. C'est pas pour vendre, c'est vraiment pour qu'ils comprennent qu'à un moment donné, il va investir de l'argent dans quelque chose qui a été mal posé et qui risque d'avoir d'autres problèmes dans le futur. Donc ça va lui coûter plus cher qu'une climatisation qui va être posée, entre guillemets, un remplacement, quoi. Ouais, je le comprends. Après, peut-être qu'ils le comprendront moins facilement. Exactement. Après, ça, si jamais, par exemple, toi, ta clim, elle a été installée par des autres professionnels, c'est moi qui reprends l'entretien. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Ouais, Il n'y a aucun souci. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Ça, Il faut simplement regarder que la machine, elle soit pas... Ça fait pas 15 ans qu'elle a jamais été fait... que l'entretien n'a jamais été fait, mais si t'as loupé 1 an, 2 ans, je reprends, Oui. pas de problème. Là, c'est une question pour toi, Rudy. Si c'était à refaire, est-ce que tu le referais? Alors, si c'était à refaire, je le referais. Ouais. Je le referais, mais plus tôt. D'accord. Je le referais plus tôt, je le referais depuis le début. Au tout début, à Au 18 tout ans, début. quoi. Voilà, je sors de l'école, je fais ça. Mais, tu sais, il fallait être précurseur. Hein. Oui, Il y a 15 ans en arrière, quand j'avais 20 ans, j'entendais pas parler de la climatisation, de l'énergie renouvelable. Ça se posait, mais c'était dans les hautes sphères. Oh oui, ça. de plus en plus maintenant, Ouais. et ça a pris de l'ampleur il y a quelques Voilà. années. Mais bon, Donc effectivement- j'estime avoir été pas précurseur, mais je suis dans l'air du temps. D'accord. Voilà. Où voyez-vous dans 10 ans Moi, où je me vois dans 10 ans, je me vois... chez ta cliente? Non. Elle aura peut-être déménagé. Je me vois... Si avant, hein, tu sais à qui faire appel? Ah oui, c'est clair. Je me vois avec un beau hangar, quelques camions, et puis des mecs avec qui je bosse. Faire grossir ta société. Ouais. Ok, très bien. C'est mon but. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire avant de pouvoir conclure cette interview? Bah oui, déjà, je te remercie. Merci beaucoup de m'avoir invité. Avec plaisir. Avec Ben. Merci. C'est Avec plaisir. super. C'est très C'est bien belle que vous soyez expérience. venu pour partager votre expérience. Ouais. Et je tiens aussi à remercier beaucoup de monde. Donc, je remercie mon ancien employeur, Alter Energy. C'est 2 personnes super, Anne et Serge qui s'appellent. Je remercie aussi DD Services, la dernière entreprise dans laquelle j'ai été, qui m'a appris énormément de choses. C'est Super. Le Ouais. CFA du bâtiment, c'est à remercier. Voilà, Pour le les CFA. formateurs et qui nous a accompagnés pendant 4 ans dans notre formation pour nous reconvertir. Le quand même. CFA du bâtiment de Perpignan. Ouais, de Perpignan, ouais, Monsieur à Calvet. Technocide, ouais. Monsieur Calvet. Monsieur Perle. Ouais, on les remercie, Voilà. on remercie tous ces Monsieur formateurs. Robles aussi. Très bien. Robles, tout à fait. Puis tous nos profs, et un en particulier, Monsieur Yarzou, mon Oui. prof de mathématiques, ouais, qui est encore actuellement très proche de nous. ouais, Hein c'est un des. Ouais. on a Un gardé super contact. bonhomme, franchement, Ok. qui nous a apporté beaucoup. Et puis voilà, et aussi j'ai envie de remercier mon papa, parce que voilà, j'y tiens beaucoup.
Merci aussi, bien entendu, tous les clients qui m'ont fait confiance, avec qui j'ai travaillé. Voilà, super relation, des gens super qui peuvent compter sur moi encore à l'heure actuelle. Bon, bah, très bien. On fera un générique avec la liste des noms. Merci. Non, mais écoutez, en tout cas, top. Un grand merci à nos 2 frigoristes pour le temps qu'ils nous ont accordé, leurs précieux conseils. Grâce à eux, on a découvert les coulisses de ce métier, les différents systèmes de climatisation et les erreurs surtout à éviter. Laissez un commentaire si vous avez des questions ou si vous avez aimé cette interview et abonnez-vous, activez la cloche pour découvrir d'autres professionnels du secteur de l'immobilier dans de prochaines interviews. Encore merci à vous deux et à bientôt pour une nouvelle interview. À bientôt, Rudy. À bientôt, David. À bientôt, merci à toi. Merci. Utiliser la climatisation, etc. Je serai là pour l'implanter. Entretien des panaches. Tu fais des pauses ou pas? Oui, alors j'ai une pause entre midi et 2. Non, des pas. Alors oui. Des pauses Ah oui, alors non. Ah, il est des nôtres. Eh, t'arrives à la fin, on a fini. Là. À Fabien pour sa participation exceptionnelle à cette interview, sans qui rien n'aurait pu se produire. Son sérieux, son professionnalisme et sa présence, bien sûr, toujours avec nous.